Bonjour à notre audience mondiale. Nous vous proposons cette émission spéciale en raison des événements tout à fait particuliers qui se sont déroulés en Asie occidentale. Nous avons enregistré une première émission avec notre cher ami et collègue Pepe Escobar. Et nous réalisons maintenant la deuxième partie de cet enregistrement spécial avec notre analyste militaire Larry Johnson, qui a passé pas mal de temps dans les milieux militaires aux États-Unis, y compris dans les milieux de la sécurité. Vous le connaissez bien, vous l'appréciez. Nous sommes ravis et honorés de l'accueillir ici pour cette deuxième partie spéciale. Si vous aimez ce que nous faisons, cliquez sur j'aime et abonnez-vous. Et rendez-vous sur notre Substack qui porte le même nom, Transition Protocol. Devenez membre payant et nous vous enverrons désormais ces briefings de sécurité 2 fois par semaine, directement dans votre boîte mail. Comme vous le savez, beaucoup de choses se passent. C'est pour cela que nous sommes ici. À vous, Larry. Merci, Dr. Z. Hey, thanks, Dr. Z. Look, normally we do this on a Monday afternoon. Écoutez, normalement, on fait ça un lundi après-midi. Mais à cause des déplacements et tout le reste, on a décidé d'enregistrer tard ce soir. Ce sera publié lundi 3. Et je suis sûr que, comme Pep l'a expliqué, la situation reste fluide. C'est le moins qu'on puisse dire. Mais ce qu'on voit, c'est que Trump a encore fait un taco. Ils disent que Trump se dégonfle toujours. Je vais publier sur mon blog, Sonar 21, une image réalisée à partir du film Just My Ride ou presque. Ce film mettait en scène Julia Roberts et Richard Gere. Julia jouait une femme qui n'arrivait jamais à se marier. Elle arrivait jusqu'à l'hôtel, puis elle s'enfuyait. Donc, ce que je leur ai demandé de faire, c'est de mettre le visage de Donald Trump à la place de celui de Julia Roberts. Et à la place de Richard Gere, on a le ministre des Affaires étrangères, Araghchi. Et c'est ce qu'on a en ce moment. Donald Trump, c'est la mariée qui s'enfuit. Il ne cesse de menacer d'avoir une relation avec l'Iran, puis il s'enfuit au dernier moment. Il menace de détruire l'Iran, puis tout à coup, il change d'avis. Les préparatifs de cette frappe militaire, qui devait avoir lieu aujourd'hui dimanche, nous en avions plusieurs indicateurs. Du côté public, il y avait les ambassades, l'ambassade américaine, les avertissements du département d'État américain, demandant aux gens de quitter les pays du Golfe et Israël. Au vu des événements des dernières 24 heures, nous nous attendions pleinement à être engagés dans une nouvelle guerre totale que Donald Trump avait menacé de déclencher contre l'Iran. Mais cette guerre n'a pas eu lieu. En fait, hier soir, peu après 18 heures, Donald Trump a décidé de ne pas lancer ni autoriser les attaques contre l'Iran. Nous le savons grâce à des sources publiques et privées. Les sources publiques, ce sont les ambassades américaines, qui avertissaient les gens de partir ou de se mettre à l'abri. Les Israéliens ouvraient également des abris anti-aériens. Tout indiquait qu'il s'agirait d'une attaque visant des centres de pouvoir, des sites nucléaires et des cibles civiles à l'intérieur de l'Iran. Et puis j'avais aussi des informations provenant de sources au sein de l'armée américaine. Ils s'y attendaient pleinement. Ils étaient prêts. Les ordres avaient été donnés pour commencer les frappes après 18 heures, heure de la côte Est. Cela ne s'est pas produit. Quelque chose a changé. Une information qui a émergé, c'est que Mohammed Ben Salman, d'Arabie Saoudite et d'autres pays du Golfe ont averti Trump de ne pas le faire. Car l'Iran avait juré que toute attaque contre des sources d'énergie iraniennes et ou des sites nucléaires entraînerait une réponse iranienne dévastatrice. Une réponse qui serait, je suppose, de l'ordre de 10 contre 1, qui détruirait complètement ces pays et les rendrait inhabitables. Cela a peut-être été un facteur déterminant pour Donald Trump, l'empêchant d'aller de l'avant. J'ai dit qu'on avait réalisé une image et nous la publierons sur Substack, représentant Donald Trump dans le rôle de Julia Roberts dans le film La mariée est en fuite.
Nous avons mis la tête de Donald Trump sur le corps de Julia Roberts. Et Richard Gere, l'acteur qui jouait à ses côtés dans ce film, est maintenant représenté par le ministre iranien des Affaires étrangères, Araghchi. Et au fond, cela veut dire que chaque fois que Donald Trump essaie de conclure un accord avec l'Iran, il s'en détourne, puis tente de lancer une nouvelle guerre. Mais ensuite, comme par hasard, il revient et veut rétablir la relation. En ce moment, l'effet de cette action de Trump, après avoir menacé, puis fait marche arrière, a un effet négatif en Iran. Cela convainc les Iraniens que les États-Unis sont faibles, que Donald Trump en particulier est faible, et qu'il ne faut pas le prendre au sérieux lorsqu'il profère ses menaces. C'est le vieux proverbe du garçon qui criait au loup. Il criait sans cesse au loup. Le loup ne venait jamais, jusqu'au jour où il est vraiment arrivé. Le garçon a appelé à l'aide, mais personne ne l'a cru. Dans ce cas, je pense que Trump continuera probablement à proférer des menaces. Pour l'instant, il parle de négociations. L'objectif, c'est de ne pas secouer les marchés boursiers. Je suis sûr que demain matin, la bourse va monter. Le prix du pétrole à terme va baisser. Ça durera 2 ou 3 jours, jusqu'à jeudi ou vendredi, disons, après la clôture du marché pétrolier. Ensuite, il y aura des menaces et de nouvelles attaques. Le prix du pétrole remontera et la bourse rechutera. Vous savez, j'ai arrêté de compter le nombre de fois où Donald Trump a réussi ce coup-là. Donc, du point de vue de l'Iran, les négociations se résument très simplement à la position iranienne. Nous ne conclurons aucun accord sur les armes nucléaires ou le nucléaire civil tant que, premièrement, Israël ne sera pas partie du sud du Liban. Deuxièmement, tant que les États-Unis ne reconnaîtront pas le contrôle de l'Iran sur le détroit d'Ormuz. Le blocus est levé, les sanctions sont levées, et l'argent qui a été gelé est rendu à l'Iran. C'est seulement à ce moment-là que les Iraniens disent qu'ils seraient prêts à conclure un accord avec les États-Unis. De leur côté, les États-Unis insistent sur le fait qu'il doit y avoir d'emblée un accord concernant les armes nucléaires ou le programme de développement nucléaire de l'Iran. Et l'Iran a dit non. C'est la dernière chose à discuter. Donc, nous sommes toujours dans une impasse. Mais ce soir, à cette heure-ci, il est 21h45 sur la côte Est, 18h45 sur la côte Ouest. Et si on regarde, il est environ 5 heures du matin à Téhéran. Pas de nouveaux bombardements, pas de nouvelles actions militaires à ce stade, mais ça ne veut pas dire que ce ne sera pas un problème dans quelques jours. Voilà le résumé, Z. Eh bien, Larry, c'est une conclusion rapide et une belle conclusion. J'aimerais que vous commentiez le briefing spécial dont Pepe et moi avons parlé plus tôt aujourd'hui sur notre chaîne. Il s'agit d'informations qui nous parviennent directement de l'homme présent dans la pièce. Elles incluent des déclarations faites par Asim Mounir, la conversation entre Araghchi et Asim Mounir, et surtout celle entre MBZ et Araghchi, qui nous a ensuite été rapportée par Mounir. Selon ces informations, la coalition du Golfe se fracture. Asim Mounir aurait dit à Trump, je ne sais pas exactement quand cela s'est produit, que s'il frappait l'Iran, il aurait un enfer terrible, terrible à payer. Et de manière détaillée, y compris des livraisons d'armes, d'armements sophistiqués, qui vont de Russie à Téhéran, de Chine à Téhéran via Gwadar. Des techniciens pakistanais s'y rendent, ainsi que des militaires très qualifiés pour aider à l'intégration de tout cela. Tout cela est en train de se produire. Et Asim Mounir dit à Trump, « Écoutez, l'Iran, vous pensez que l'Iran est affaibli? Non. Non. L'Iran est aujourd'hui beaucoup plus capable qu'il ne l'était il y a seulement une semaine, voire il y a quelques jours. Donc si vous frappez l'Iran, vous n'en verrez pas la fin. » Alors, Pepe et moi en avons discuté. Vous êtes l'expert militaire. S'il vous plaît,
éclairer notre public de votre point de vue. Enlighten our audiences with your perspective. Well, no, I really don't think I have much to add to what you and Pepe. Eh bien non, je ne pense vraiment pas avoir grand-chose à ajouter à ce que vous et Pepe avez évoqué, parce que vous l'avez très bien couvert. L'un des points essentiels, c'est que la Chine continue d'aider l'Iran à moderniser son système de défense aérienne, en élargissant le rôle du programme mondial de satellites Beidou. Cela permet d'intégrer dans ces missiles ce que les États-Unis appellent des coordonnées GPS, ce qui améliore leur précision. Ce système, le système Beidou, facilite aussi la capacité de l'Iran à utiliser sa défense aérienne pour contrer les menaces entrantes. Donc, le fait que la Chine continue de fournir à l'Iran les technologies les plus récentes dans ce domaine et d'étendre ses capacités donne à l'Iran une capacité accrue de repousser, potentiellement, ou au moins de causer des dégâts lors de toute future attaque américano-israélienne à l'intérieur de l'Iran. Le réarmement continu de l'Iran aussi. L'Iran est toujours bien placé pour produire ses propres armements, ses propres missiles. Mais les Chinois ont désormais tout intérêt à savoir si les missiles qu'ils ont fabriqués, les missiles hypersoniques, les missiles anti-navires, fonctionnent réellement. C'est une chose de les tester sur un champ d'essai classique. C'en est une autre de les tester dans un véritable environnement de combat. Et c'est là que, selon moi, il existe une relation symbiotique entre la Chine et l'Iran. La Chine peut tester des systèmes qu'elle prévoit de devoir utiliser face à des attaques américaines à l'avenir. Et quelle meilleure façon de le faire que de les tester dès maintenant sur un véritable champ de bataille, dans un véritable environnement de combat. C'est donc l'autre élément qui, selon moi, est en train de se jouer. Ce qu'on observe chez les Arabes du Golfe, c'est une division. Ce soir, plus tôt dans la soirée, et là encore, je crois que Reuters l'a rapporté, les Émirats arabes unis, le Koweït et Bahreïn appellent les États-Unis à mener des attaques immédiates et dévastatrices contre l'Iran. Les Saoudiens, les Qataris et les Omanais, eux, réclamaient exactement l'inverse. Cela souligne donc une fois de plus qu'il existe une différence, non seulement d'opinion, mais aussi de politique, entre la moitié des membres du Conseil de coopération du Golfe. C'est un élément qu'il faudra également prendre en compte à l'avenir. Apparemment, même les Saoudiens, les Qataris et les Omanais ne peuvent pas parler d'une même voix avec les trois autres pays du Golfe. Que pensez-vous de la réapparition d'Assim Mounir comme intermédiaire et comme intermédiaire actif entre l'Iran, l'Irak en particulier, et Trump? Et aussi entre, d'après ce qu'on m'a dit, certains de ces pays du Golfe, les Émirats arabes unis, qui étonnamment sont présentés comme appelant à des attaques. Mais auparavant, une source très fiable nous avait dit qu'il suppliait pour une normalisation des relations commerciales avec Téhéran et qu'il voulait que cela cesse. Or, apparemment, Assim est au milieu de tout cela. Ironiquement, Munir a une position bien plus forte à l'extérieur du Pakistan qu'à l'intérieur du pays. Il garde le contrôle, mais dans ses relations avec l'Iran, les États-Unis ou les Saoudiens, il bénéficie de davantage de respect, de reconnaissance qu'au Pakistan même. Mais je pense qu'un autre élément aide aussi Assim Mounir à rester sur sa ligne. L'importante présence chiite au Pakistan, très favorable à l'Iran. Cela renforce donc, en quelque sorte, la position d'Assim Mounir, en le montrant comme quelqu'un qui aide et travaille en étroite coordination avec la République islamique d'Iran. Eh bien, Assim Mounir est en fait apparenté à Mohsen Naqvi, qui est très proche de quelqu'un portant le titre de leader de la communauté chiite pakistanaise, forte de 40 millions de personnes.
Il a été très fortement investi de la confiance de cette communauté. Il s'appelle Sajid Naqvi et c'est un proche parent de Mohsen Naqvi, lui-même parent d'Asim Mounir. C'est donc une très bonne porte d'entrée pour Asim Mounir au sein de la direction iranienne. Et nous l'avons rapporté plusieurs fois sur cette chaîne. Souvent, lorsqu'Asim veut vraiment faire transmettre rapidement un message à Mujtaba Khamenei, il compte sur Mohsen Naqvi pour le faire. Et ils apprécient cela, ils respectent cela. Et ils lui ont effectivement accordé le privilège de contacter lui-même ce bureau. Sa position, son statut ont donc progressé. D'après ce qu'on nous a dit, ce que nous avons vu, en fait, ce que nous avons réellement vu, c'est qu'il a désormais commencé à jouer un rôle très important. La question est donc la suivante d'un point de vue militaire, et notre audience aimerait beaucoup que vous la commentiez. Combien de temps cette pause va-t-elle durer? Téhéran pense qu'il s'agit d'une pause. Téhéran y voit en réalité un signe de reddition imminente. Pas une reddition à proprement parler, mais une reddition imminente. Oui. Yeah. Well, I think the quiet. Eh bien, je pense que le calme va durer un jour ou deux. Puis d'ici mercredi, les États-Unis mèneront de nouveau des frappes militaires et l'Iran ripostera contre des cibles dans toute la région du Golfe et Tahaf aussi en Israël. Ensuite, on aura encore un autre week-end, un autre. Donc ça va continuer comme ça, dans un sens puis dans l'autre. Je pense que les Iraniens, s'ils décident à un moment donné de lancer des frappes préventives pour vraiment forcer les États-Unis et Israël à arrêter ces attaques, ont la capacité, avec leurs missiles, de neutraliser les aérodromes, de détruire les capacités de ravitaillement en vol. Et une fois qu'ils auront fait ça, ces attaques s'arrêteront. Eh bien, Larry, alors que la réserve stratégique de pétrole, la SPR, est tombée à son plus bas niveau depuis peut-être 40 ans, combien de temps Trump peut-il continuer comme ça? Je pense vraiment qu'il pourrait tenir. S'il commence à essayer de mener des opérations 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, probablement 2 semaines. Ensuite, ils devront y mettre fin. Le problème auquel les États-Unis sont confrontés, ce ne sont pas seulement les États-Unis, c'est le monde entier. Il y a actuellement une pénurie mondiale de diesel et de carburant aérien. Et il ne suffit pas de pomper davantage de pétrole pour augmenter les volumes. La chaîne d'approvisionnement est perturbée et il sera très difficile de combler ce déficit. Je pense donc que ce sont en réalité les problèmes économiques qui finiront par contraindre Trump à freiner ses actions offensives contre l'Iran. D'après nos informations, c'est ce qu'on nous dit. L'Iran est très conscient de cette contrainte extrêmement pressante côté américain. Les réserves stratégiques de pétrole empêchent Trump de pouvoir faire grand-chose. Donc, d'après ce qu'on m'a dit, ils en sont parfaitement conscients et y voient un facteur limitant. Et ils ne sont pas du tout réticents à laisser cette situation se poursuivre encore une semaine, peut-être 10 jours, jusqu'à ce que Trump soit dans les cordes, littéralement dans les cordes. Oui, ce sont les difficultés économiques qui vont avoir raison de Trump, pas les mesures militaires. Vous voyez ça se produire? Oui. Non, écoutez, en ce moment, on connaît une pénurie mondiale de diesel et de carburant d'aviation. Ces pénuries ne vont faire qu'augmenter au cours des 2 prochaines semaines. Et plus elles s'aggraveront, plus elles créeront de problèmes économiques pour Donald Trump, ici aux États-Unis. D'après ce que nous comprenons, ce que je comprends, Téhéran, c'est-à-dire l'ensemble de ses dirigeants, pas seulement Arakchi, mais aussi Ghalibaf, Pezeshkian, Vahidi, le chef des gardiens de la Révolution, et le guide suprême. En réalité, et c'est une information privilégiée que nous avons,
Ils ne veulent plus d'un accord de paix. Ils veulent que ce type parte la queue entre les jambes. With his, tail tucked behind, between his legs. Yeah. Well, and that's where it's headed. There is no good Oui. option. Eh bien, c'est là que ça mène. Il n'y a pas de bonne option politique, militaire ou économique pour Donald Trump. Et au fond, je pense que l'expression la plus claire de cela est venue ce soir de, je crois, le général Wesley Clark. Il a dit, en substance, que cette guerre en est désormais à un stade où si les États-Unis ne l'emportent pas, cela représentera un échec et une défaite complète, une défaite stratégique majeure des États-Unis. Et je pense que c'est exactement ça. C'est ce que les Iraniens ont communiqué à Asim Munir. Lors de l'appel téléphonique très détaillé entre Araghchi et Asim Munir, auquel nous avons l'honneur et le privilège d'avoir accès, le compte-rendu transmis par ce bureau indique que l'Iran sait que cela arrive. L'Iran n'est pas désireux de conclure un accord. Il veut que Trump parte. C'est la position de l'Iran. Et si Trump est assez stupide pour y aller, ils sont tout à fait capables de le faire. Maintenant, la question plus stratégique que j'aimerais vous poser est la suivante. Cela se produit. Enfin, nous pensons que cela va arriver tôt ou tard. Où cela laisse-t-il les États-Unis en termes de stature géopolitique? Eh bien oui, ce sera une perte dévastatrice pour les États-Unis. La puissance du pétrodollar s'effrite. Les promesses américaines de protéger et de garantir la sécurité des pays du Golfe se sont révélées être un mensonge. Et la marine américaine a une capacité limitée à réellement entrer. Elle ne peut plus entrer dans le Golfe Persique, de peur d'être coulée par l'Iran. Cela met donc en lumière la faiblesse physique, la faiblesse technologique et la faiblesse stratégique des États-Unis. Et franchement, il n'y a pas de moyen facile de renverser la situation. Donc, ce que nous disons sur cette chaîne, Larry, peut-être vous-même, moi-même, Pepe et certains de nos autres commentateurs estimés, c'est que c'est le début de la fin du pétrodollar. Oui, oui, tout à fait. Oui, tout à fait. Et le basculement vers la monnaie chinoise, le renminbi, qui est désormais adossé à l'or. Donc de plus en plus, nous allons voir la Chine et la Russie émerger comme de nouveaux centres financiers avec lesquels les autres pays qui veulent faire du commerce devront travailler. Qu'est-ce que cela implique pour la capacité des États-Unis à financer leurs dettes? Non, je veux dire, c'est un désastre économique pour les États-Unis. Ils se ruinent à travers ces guerres. Ça n'avait pas du tout besoin de se passer comme ça, mais c'est bien ce qui est en train d'arriver. Et donc, les États-Unis n'ont pas vraiment de bonnes options pour la suite. Il n'y a pas de moyen facile de mettre fin à cette guerre avec l'Iran sans une perte de face considérable pour les États-Unis. Ou alors, l'autre solution serait d'essayer de la poursuivre jusqu'à une victoire militaire, ce qui, selon moi, est impossible. Mais ce faisant, il subirait davantage de pertes matérielles, ce qui affaiblirait encore davantage les États-Unis sur le plan militaire, dans des théâtres comme l'Asie et l'Europe. Et l'ascension de la Chine, non pas comme une puissance hégémonique, mais comme une puissance dominante. Enfin, une puissance dominante reconnue dans le monde, en particulier dans le Sud global. Exact. Alors, voulez-vous faire le point et conclure cette journée historique? Je dis historique parce que, selon nous, cela marque un changement remarquable dans l'attitude des États-Unis vis-à-vis de l'Iran. Non, c'est simplement un élément de preuve supplémentaire
que nous avons commencé à rassembler il y a plus d'1 an en mer Rouge. Les États-Unis, malgré toute leur puissance sur le papier, toute la puissance affichée, lorsqu'ils se retrouvent réellement en haute mer et qu'ils doivent tenir leurs promesses, se sont révélés faibles et incapables de vaincre les menaces. Les menaces représentées par Ansar Allah et maintenant la menace représentée par la République islamique d'Iran. Dans les 2 cas, avec Ansar Allah, ils ont montré qu'ils étaient tout à fait capables de tenir tête aux États-Unis et de les vaincre. Et là encore, nous avons vu la République populaire, l'armée du Nord-Vietnam, enfin je veux dire l'armée et l'armée de l'air, ainsi que l'ensemble des opérations iraniennes, tenir bon face aux États-Unis. Les États-Unis font donc face à une défaite, d'abord aux mains des Houthis et maintenant aux mains des Iraniens. Et c'est le basculement tectonique dont nous parlons, Larry. C'est un séisme géopolitique que nous avons eu la chance de voir de nos propres yeux et de présenter à notre public. C'est aussi la raison pour laquelle, je suis heureux de le dire, notre audience augmente très fortement à l'échelle mondiale, dans tous les coins du monde. Cette émission est disponible en 14 langues. N'hésitez pas à cliquer sur j'aime et à vous abonner. Si vous appréciez ce que nous faisons, rejoignez notre communauté sur Substack. Même nom, Transition Protocol. Devenez abonné payant. À partir de cette semaine, nous allons commencer à vous envoyer 2 fois par semaine, directement dans votre boîte mail, notre briefing sur la sécurité, celui que vous voyez ici. Et nous reviendrons vers vous au cours de la semaine avec davantage de mises à jour au fur et à mesure qu'elles se produiront, grâce à des sources présentes dans la pièce. Merci beaucoup de faire partie de notre émission. Merci Larry, merci d'avoir pris sur ton week-end chargé pour être avec nous. Très bien, merci Steve, on se voit mercredi. D'accord. Mardi, Pépé et moi serons là, et mercredi, nous serons tous les 3 là. D'accord, je vais m'arrêter là.